Il y a eu un live entre Michou et donc sa copine qui est danseuse professionnelle où elle expliquait qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants maintenant. Tout Internet s'est enflammé en mode « Ah, c'est une connasse, pourquoi il reste avec elle alors que même pas elle veut lui donner des enfants et tout ». Ben ça, on clip, on met une petite musique dramatique derrière et en fait c'est une bonne occasion de cracher sur les femmes. Michou, tu es dans un putain de genjutsu. Faut te sortir de là. À ton avis, quel est le point commun entre ces gens qui accusent régulièrement d'infidélité les copines des youtubeurs, les harceleurs de la streameuse Ulcia ou les attaques à l'essence et au mortier d'hommes envers des soirées réservées aux femmes? Eh bien, selon Pauline Ferrari, une journaliste qui a enquêté pendant plusieurs années sur le sujet, le point commun de toutes ces violences, c'est le masculinisme. Pendant les séances d'éducation aux médias qu'elle anime dans des lycées, elle est aux premières loges pour assister à la banalisation de cette haine des femmes. Et forcément, quand on parle d'informations sur Internet, il y en a toujours un qui venait à me dire « Oui, mais les filles qui montent leur cul sur Instagram. » Je me dis « Mais ça, c'est du contenu masculin, je vois ça sur Internet. » Et j'ai commencé à avoir des élèves qui me parlaient d'Androtate. On va parler de son enquête et des anciens masculinistes qu'elle a rencontrés. Ils se retrouvent à noter des femmes dans la rue. C'est-à-dire, ils passent, ils se disent « Ah, celle-là, c'est vraiment un 6. » De l'histoire et des grandes figures de cette idéologie. Moi, j'ai réussi à avoir quelqu'un de la DGSI pour mon enquête qui m'ont dit « Oui, on surveille. » Mais aussi du cas Benjamin Mendy, de Mark Zuckerberg, des transformations physiques de McFly et Carlito, de l'évolution d'Inoxtag et de la place des femmes sur le YouTube mainstream, afin d'essayer de comprendre comment le masculinisme est en train de se normaliser. Bonjour Pauline Ferrari. Salut Julie. Tu vas bien? Bien et toi? Très bien. Alors Pauline, tu es journaliste indépendante, spécialisée des nouvelles technologies, des questions de genre et des cultures web, comme ça que tu te définis sur ton site. Et tu as publié l'année dernière, en 2023, en 2022 En 2023, ouais. En 2023, ce livre, Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, qui est à la fois une enquête journalistique sur les sphères masculinistes, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs objectifs, mais aussi une espèce de quête personnelle pour comprendre comment on devient un homme aujourd'hui. Absolument. Ça te va comme présentation? C'est une présentation très claire, ouais. Très bien. Tu racontes que tu interviens régulièrement dans les collèges et dans les lycées pour animer des séances d'éducation aux médias. Et c'est un peu le point de départ de ta démarche et de ton enquête. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'interviens dans les établissements scolaires depuis environ 4 ans, principalement en collège et en lycée, en Seine-Saint-Denis, là où j'habite, mais pas que. Et je suis souvent sollicitée par les professeurs, notamment les professeurs documentalistes, pour faire des séances d'éducation aux médias et à l'information, qui est quelque chose de plus en plus obligatoire, en tout cas de plus en plus important depuis l'arrivée des nouvelles technologies dans la vie des ados. Et donc, c'est une séance un peu à la fois classique de dire comment on s'informe, maintenant comment on s'informe à l'ère d'Internet, comment on débusque un peu les fausses informations, comment on vérifie ses sources. C'est quoi le métier de journaliste aussi? Parce que c'est important pour les élèves de se rendre compte que c'est pas juste des présentateurs dans une télé très loin, mais ça peut être aussi des gens du quotidien qui peuvent croiser. Et puis, de plus en plus, plus on parle d'Internet, plus on parle aussi de c'est quoi un algorithme, comment ça se fait qu'on voit certaines choses sur les réseaux sociaux. Et forcément, la question du genre, elle intervient super vite parce qu'on est avec des collégiens et des lycéens, quoi. Avant de rentrer dans ces questions du genre qui vont quand même nous Bien occuper tout au long de l'interview, ça m'intéresse de savoir quelles sont les fausses croyances des collégiens, des lycéens. Où est-ce que tu dois focaliser un peu ton attention? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a certaines choses qu'ils disent qui sont assez vraies. Par exemple, le fait, quand on leur demande c'est quoi les médias que vous connaissez peut-être à la maison ou quoi, c'est souvent CNews et BFM. Et parce que c'est des chaînes de télévision qui sont un peu tout le temps en fond, dans les cafés, à la maison, on écoute la radio d'information continue. Enfin, ça paraît assez... C'est présent dans la vie de ces jeunes, en tout cas. Ils me demandent, en fait, mais est-ce que c'est vrai que les journalistes, ils mentent? Et ça, c'est une question qui est hyper intéressante, la question du mensonge. Parce qu'on passe notre temps à dire, en tant que journaliste, faut qu'on éduque les jeunes à débunker les fausses informations. Mais eux-mêmes remettent les médias en cause. Et en fait, on ne peut pas leur donner tort là-dessus, sur le fait qu'il y a une vision biaisée, notamment des quartiers populaires, notamment des jeunes, notamment des jeunes racisés, des jeunes de confession musulmane, par exemple. On a un peu cette vision dans l'opinion publique, y compris chez certains journalistes et dans certains médias, que les jeunes ne savent plus s'informer, ils ne s'informent plus, qu'ils passent leur temps collés à leur téléphone portable et qu'ils ne seraient absolument pas conscients de ce qui s'y passe, alors qu'en fait, ils ont énormément de lucidité sur ce qui se passe.
Ils sont très conscients de pourquoi les influenceurs, influenceuses font ce qu'ils font. C'est juste qu'ils se posent beaucoup de questions et en fait, personne n'est là pour répondre à ces questions. Et du coup, moi, je fais toujours une petite boîte à questions au début de la classe et ils mettent des questions et à la fin, j'y réponds. Et les questions, elles sont pépites. Enfin, elles sont incroyables. Elles sont... moi, on m'a demandé, je sais pas combien de fois, si je connaissais Cyril Hanouna, si je déjeunais avec Macron. Ça, on me l'a beaucoup posé aussi. Et alors Non, je ne déjeune pas avec Emmanuel Macron, ni avec Cyril Hanouna d'ailleurs. Après, les fake news, moi, qui me donnent, ou en tout cas, je leur demande toujours, est-ce que vous avez des rumeurs, des trucs que vous avez vus, vous posez des questions. J'en ai eu encore hier. J'ai eu alors la zone 51, les extraterrestres, ça revient énormément. Les camionnettes blanches qui enlèvent les enfants pour leur prélever leurs organes, ça revient quasiment à chaque fois. En fait, peu importe où je vais, même quand j'interviens en zone rurale, hors d'Île-de-France, etc., c'est les mêmes rumeurs qui reviennent, c'est les mêmes sujets d'interrogation à quelques différences près. Par exemple, cette camionnette, elle a fait toute la France apparemment, parce que de Sevran à Aulnay-sous-Bois, en passant par Auxerre, tout le monde l'a vu. Donc, apparemment, il y en a plein. Donc, mais ouais, il y a plein de fausses informations comme ça. Et les trucs dans la nourriture. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Le fait qu'il y aurait du dauphin dans le McDo, les pastilles anti-vomitifs de chez McDo. Mais voilà, mais en même temps, c'est un peu des espèces de légendes urbaines qui traversent aussi les générations. Et donc, après, la grande question, c'est sur l'IA. C'est sur les images générées par intelligence artificielle et sur les images violentes aussi. Sur les images, surtout avec ce qui se passe en Palestine en ce moment, la plupart des gamins, en fait, ont vu des images de bébés décapités. Enfin, il faut le dire quand même. Et c'est compliqué de leur dire faut vérifier ses sources, etc., quand ils ont vu des images aussi violentes, aussi horribles. Et ce que je remarque, c'est que dans la continuité de ça, c'est que sur la question des cyberviolences, par exemple, pour eux, c'est un passage obligatoire. Je veux dire, être harcelé sur Internet, avoir une photo de soi divulguer, se prendre des insultes hyper misogynes ou hyper homophobes, par exemple, c'est normal. Enfin, ça fait presque partie de la vie, quoi. Et moi, j'arrive en leur disant, c'est interdit par la loi. Et ils me regardent en mode, oui, mais tout le monde le fait. Enfin, du coup, il y a plein de questions aussi qui viennent avec cette question des cyberviolences. Et c'est pour ça que c'est aussi été la base de mon enquête. C'est moi de réaliser, en fait, à quel point il y a des choses qui se sont banalisées. Justement, repartons de ça, dans ce contexte-là et dans ces interventions-là. Est-ce que ça a été ça, ton point de départ pour commencer à t'intéresser à la question des masculinismes ? Alors, pas vraiment, dans le sens où moi, je m'intéresse au masculinisme depuis que moi-même, je suis adolescente, parce que je suis une enfant d'Internet et que j'ai passé des heures, quand j'étais ado, sur certains forums, notamment le 18-25 de jeuxvideo.com, à me faire refoule parce que j'étais une femme sur Internet. Et aussi pas mal sur les coachs en séduction parce que quand j'étais ado, moi aussi, je voulais draguer des gens, mais j'avais pas les tips. Et du coup, j'allais sur Google et j'ai fait comme beaucoup de jeunes, en fait, comment draguer. Et en fait, encore aujourd'hui, c'est des résultats de coach en séduction qui arrivent en premier quand on fait ce genre de recherche Google. Et donc, les mascus, je les ai toujours un peu observés, quoi, depuis que je suis ado. Après, quand j'ai commencé ma carrière journalistique, ça m'a toujours continué à m'intéresser parce qu'il y a eu des affaires aussi en grandissant. Je pense au Gamergate aux États-Unis en 2013-2014. Donc, grande campagne de cyberharcèlement envers les femmes dans le milieu du jeu vidéo. Enfin, voilà, il y a des premiers attentats masculinistes aussi. Mais c'est vrai que dans ma tête, pendant longtemps, il y avait les mascus que je voyais sur Internet d'un côté et mes interventions, on va dire, dans la vraie vie de l'autre. Et puis, à bout d'un moment, depuis le Covid, je dirais, il y a quelque chose qui a commencé à s'entremêler, qui est que la question du genre, elle est fondamentale à l'adolescence. Il y a vraiment une espèce de distinction qui était déjà très forte quand j'étais ado, qui est toujours forte aujourd'hui, qui est que quand on a 14-15 ans, il y a les garçons d'un côté, il y a les filles de l'autre, il y a éventuellement quelques garçons manqués, mais il y a quand même une différence genrée très, très forte. Et donc, forcément, les garçons ont plein d'idées sur les filles, et les filles ont plein d'idées sur les garçons, mais ça se parle pas trop, quoi. C'est un peu chacun dans son coin. Et forcément, quand on parle d'informations sur Internet, il y en a toujours un qui venait à me dire « Oui, mais les filles qui montent leur cul sur Instagram. » Je sais pas pourquoi, on a beau parler de complètement autre chose sur, je sais pas, la régulation du numérique, les cyberviolences, on en vient toujours à « Mais oui, mais les femmes, elles montent leur cul sur Instagram. » Donc moi, ça a commencé à me questionner. Et puis, il faut dire aussi que moi, depuis que j'interviens, donc après la période Covid, il y a eu quand même un rapport au numérique chez les ados particulier. Certains avaient passé beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans. C'était abreuvé de contenu, comme nous tous, en fait, vraiment, à cette période-là.
Mais ça a été un moment aussi, voilà, on était après MeToo et il y a eu beaucoup d'accusations contre des personnalités connues, d'hommes assez célèbres, des chanteurs, des acteurs, des rappeurs, des sportifs. Et les ados, ils sont pas exempts de ça. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe dans les médias, sauf qu'ils n'ont pas forcément le vocabulaire juridique. C'est-à-dire quand, par exemple, Benjamin Mendy, grand footballeur, quoi, a été accusé par une demi-douzaine de femmes de violentes réunions, de séquestration. Et il a été acquitté par 2 fois en Angleterre. Pour les jeunes, acquitté, ça veut dire innocent. Et on ne peut pas leur en vouloir, en fait, parce que personne leur a jamais expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, par exemple, l'affaire Benjamin Mendy, ça a été un gros truc parce que j'allais dans les classes chaque semaine, c'était oui, et les femmes qui parlent de Benjamin Mendy, elles mentent, elles veulent de l'argent. Et en fait, ça a été un bon point de départ aussi pour l'enquête parce que je me dis, mais ça, c'est du contenu masculin, je vois ça sur Internet. Sauf que là, c'est en train de coloniser la bouche d'élèves que je vois. Et puis 2022, ça a aussi été la période où Andrew Tate s'est fait... Andrew Tate, donc le roi des masculinistes autoproclamé, s'est fait virer de tous les réseaux sociaux, à part X, parce que Elon Musk l'adore. Et pourtant, sur TikTok, je voyais que des vidéos de lui. Parce que c'est des contenus qui sont repartagés, reclippés et dans lesquels par on sa voit... communauté, par ses fans, en fait. Et donc, du coup, il a noyé TikTok aussi. I had a girlfriend once. She was a vegan. I didn't know she was a vegan. Fortunately, I found out. She said, "Oh, I'll never cook meat for you." I said, "Look, well, I'll be honest with you right now. We're going to end up splitting up because you're living in my house and I'm paying the bills. And if I want steak, you're cooking it." That was a good 2-hour argument until she eventually cooked the steak. Of course she did. What's she going to do? Lose me? She cooked the steak. She sat there. She pretended she was upset. 2 weeks later, she's eating meat. I converted her. I fixed her. Et donc, je voyais des articles un peu du New York Times ou de The Guardian, etc., qui disaient qu'il y a une épidémie Andrew Tate dans les écoles britanniques et américaines. Et tu sais, t'as un peu toujours ce truc de dire oui, mais c'est outre-Manche, c'est outre-Atlantique. Et j'ai commencé à avoir des élèves qui me parlaient d'Andrew Tate. Ou d'autres, on va dire, noms un peu connus de la manosphère, notamment en France. Et là, ça a commencé à provoquer des trucs. Et je me suis retrouvée avec des propos très choquants aussi dans les classes. Notamment, ma préférée, c'est il y a 70% des femmes qui, quand elles disent qu'elles ont été victimes de violences, elles mentent. Okay. Moi, quand on arrive avec une statistique, ça me fait super peur. Enfin, il y a un truc de journaliste qui se déclenche où je me dis d'où ça sort, cette stat. Moi, je leur dis toujours à mes élèves, si vous avez des preuves, c'est-à-dire des sources, des statistiques et tout, on peut débattre. Mais là, elle est où ta source ? Ah, mais il y a des mecs sur TikTok qui parlent de ça. Et en fait, c'est le terrier du lapin, c'est-à-dire tu ouvres un truc de ah, toutes les meufs, elles mentent. Et en fait, tu descends dans le rabbit hole de en fait, il y a des bonnes meufs et il y a des mauvaises meufs, il y a celles qui sont mariables et celles qui sont pas mariables, etc. etc. Donc, ouais, le discours misogyne chez les ados, y compris chez les jeunes filles, de la misogynie intériorisée, est devenu très, très fort. Et pour moi, ça me semblait impossible de ne pas traiter cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point de définition sur ces notions de masculinisme, potentiellement de misogynie? C'est quoi la différence d'antiféminisme? Enfin, il y a différentes notions comme ça qu'on va sûrement utiliser. Et du coup, ça vaut le coup d'avoir une définition un peu précise. Base théorique. Exactement. Alors, la misogynie, c'est le fait d'opérer un traitement différencié, souvent péjorativement, envers quelqu'un qui n'est pas du même genre que toi, là, en l'occurrence, envers les femmes. La différence entre la misogynie et le masculinisme, ce qu'on pourrait dire, c'est que souvent la misogynie, c'est un acte individuel. Le masculinisme a une notion collective. On parle aussi beaucoup d'antiféminisme. L'antiféminisme, comme son nom l'indique, c'est toutes les pensées qui vont à l'encontre du féminisme. Si on part du principe que le féminisme, c'est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, être antiféministe, c'est être persuadé qu'il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes et qui devrait rester tel quel. Donc que les hommes devraient être dominants par rapport aux femmes, c'est la situation dans laquelle on est depuis très 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 longtemps. Il y a beaucoup de sociologues, notamment Francis Dupuy-Derry, Mélissa Blais et l'historienne du féminisme Christine Barr, qui disent que le masculinisme, c'est une espèce de sous-branche de l'antiféminisme. Moi, je vais un petit peu plus loin dans cette définition en disant que maintenant, avec les mouvements en ligne, le masculinisme, c'est un mouvement social, politique, organisé, qui vise à rétablir, avec beaucoup de guillemets, cette domination masculine des hommes sur les femmes et de faire régresser le féminisme. C'est pas juste se préoccuper des problèmes des hommes comme on aimerait nous le faire croire, parce qu'on a tendance à se dire les femmes ont le féminisme, pourquoi les hommes n'auraient pas le masculinisme ? En fait,
les mascus et les masculinismes ont pour but que les femmes n'aient plus accès aux droits qu'ont permis le féminisme. Ça passe par les droits reproductifs et sexuels, comme le droit à l'avortement, ou d'autres types de droits. Et donc, cette idée que les femmes devraient rester à la maison, ne pas travailler, se concentrer sur le foyer, etc., etc. Il y a aussi cette idée que le féminisme serait allé trop loin ou Bien irait sûr. trop loin. Et du coup, c'est aussi pour ça que je trouve intéressant de parler d'antiféminisme, parce que c'est aussi une des manières dont les discours ou les thèses masculinistes arrivent à se diffuser dans des sphères beaucoup plus mainstream. Et arrive à convaincre, surtout. En effet, c'est le fait de dire ça va, elles ont l'égalité, elles ont le droit de vote. Je trouve le féminisme formidable, pas l'écoféminisme ou le néo-féminisme, je trouve ça catastrophique. Le féminisme formidable, mais je trouve aussi qu'il faut arrêter d'avoir honte d'être un homme. Le masculinisme est aussi honorable que le féminisme. Souvent, les masculinistes prennent des exemples un peu anecdotiques du style la bataille pour l'écriture inclusive ou tu vois, ce genre de sujet. Les féministes, maintenant, elles râlent pour rien. C'est un peu le truc de elles vont trop loin, on a déjà acquis l'égalité, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ces discours ou ces thèses, etc., arrivent à se diffuser dans des sphères qu'on ne soupçonne pas forcément, et comment ça peut avoir un impact sur la manière dont les jeunes hommes deviennent des hommes aujourd'hui. Mais du coup, peut-être qu'avant de rentrer là-dedans, il faut faire une petite parenthèse un peu sérieuse sur le fait que les mouvements masculinistes, c'est des mouvements violents, d'appel à la haine, potentiellement à la violence physique. Les idées masculinistes sont violentes et aussi tuent. Alors, en effet, le masculinisme tue. Et je pense que c'est important de le dire. On a beaucoup de cas, principalement en Amérique du Nord, depuis le début des années 2010, d'attentats masculinistes. Et j'insiste sur le terme attentat parce que c'est une forme de terrorisme. Je pense notamment en 2014, en Californie, Elliot Rodger, qui est malheureusement devenu un roi icône, aussi, une icône, un martyr même de la cause masculiniste en ligne, a essayé de rentrer dans une sororité aux États-Unis, a tué plusieurs personnes, en a blessé d'autres. En 2018, à Toronto, donc au Canada, Alec Minassian, qui se revendiquait de la communauté incel, donc des célibataires involontaires, a attaqué la foule avec une voiture bélier. En 2021, en Angleterre, là un peu plus près de chez nous, à Plymouth, on a un jeune homme qui a tué sa propre mère et tué des gens autour de lui à l'arme blanche, en se revendiquant des incels aussi. Le truc, c'est que ça épargne pas la France non plus, et je pense que c'est important de le dire. En janvier 2020, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Filetas qui a tué son ex-compagne Mélanie de 80 coups de couteau. Michael Filetas, on l'a reconnu comme masculiniste parce qu'il avait une chaîne YouTube de coach en séduction /MGTO. Pareil, c'est une autre sous-communauté masculiniste qui veut dire men going their own way, donc les hommes qui suivent leur propre chemin. C'est-à-dire qu'ils ne fréquentent plus de femmes. Exactement. Mais il les tue quand elles veulent plus apparemment avoir de contact avec lui. Michael Filetas, là sa chaîne YouTube a été supprimée, mais elle a été supprimée 3 ans après son procès. Mais le féminisme, ça crée un génocide. C'est l'extermination de tous les hommes. Comment et pourquoi elle massacre votre vie? Qui contrôle tes coronesses? Et donc pendant 3 ans, il y avait des vidéos de lui encore sur YouTube où on pouvait lire des commentaires du style hâte que tu sortes de prison, champion. Voilà, donc ça pose plein de questions. Donc il y a eu Michael Filetas et il y a eu malheureusement cette dernière année, parce que maintenant moi je m'occupe un peu aussi de quantifier ou en tout cas d'essayer de noter quand ça se passe, ces attentats ou ces tentatives d'attentats masculinistes. En juin dernier à Bordeaux, le jour du passage de la flamme olympique, il y a un jeune homme qui a été arrêté parce qu'il prévoyait de faire un attentat masculiniste, revendiqué des incels lui aussi. Il avait cité le nom d'Elliot Rodger, donc ce meurtrier américain de 2014, en disant que la journée du châtiment était arrivée. Il a été arrêté, mais la thèse de l'attentat n'a pas été retenue par la police. En 2023, à Marseille, pour la bringue dont on va reparler, il y a des hommes qui n'ont pas pu rentrer dans cette soirée en non-mixité féminine et qui ont jeté de l'essence sur les femmes qui étaient en train de fumer des clopes à l'extérieur de la soirée. Et là, enfin, le 31 octobre,
il y a eu une soirée, donc la bringue, c'est des soirées donc en non-mixité féminine, à Paris. Et voilà, il y a des hommes qui n'étaient pas très contents de ne pas pouvoir rentrer. Et donc, ils ont décidé d'attaquer les filles qui étaient en train de fumer à l'extérieur avec des tirs de mortier d'artifice à 1 mètre. Donc, c'est très près. Certaines ont eu des brûlures. Heureusement, pas de blessés graves, mais il y en a certaines qui sont encore très choquées. Il y a une enquête qui est en cours actuellement, qui a été ouverte par le parquet de Paris. C'est très récent. C'est très récent, c'est encore en cours, etc. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'en tout cas, ça a été visé directement. C'est pas on a fait cramer un pétard et malencontreusement, ça s'est tombé sur des femmes. C'est 3-4 salves de tirs envers des femmes qui faisaient la fête entre elles. Qu'est-ce que ça dit à la fois du traitement médiatique? Parce que par exemple, là, je sais que sur cet épisode de la bringue à Halloween, il y a eu la question de savoir pourquoi personne n'en avait parlé. Et puis, quelques jours après, tous les médias ont sorti plus ou moins leur article le même jour. Même article, quasiment. Voilà. Et du coup, il y a ça. Ma question elle est double. Il y a où est-ce qu'on en est sur ce traitement médiatique? Et en même temps, où est-ce qu'on en est sur la conscience de réaliser que tuer des femmes peut être un motif terroriste pour des gens? En fait, ta question, elle est double, mais elle revient au même point. C'est-à-dire que si on ne médiatise pas plus ce genre d'événements, on ne les nomme pas comme étant des attentats ou des tentatives d'attentats misogynes ou masculinistes, ça, à la limite que les gens ne disent pas que c'est masculiniste, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins misogyne, au moins un caractère sexiste, c'est parce que justement, on se dit que la question du genre, que la question de attaquer spécifiquement des femmes, ça ne serait pas un motif valable de terrorisme. Et c'est fou quand même. Et en fait, pour moi, c'est de la même question que on a mis des décennies à parler de féminicide. C'est-à-dire à dire il y a un système, il y a quelque chose de systémique dans le fait que les femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes dans le cadre d'une relation de couple. Et on est sur le même processus d'accepter que, aussi sur la question terroriste et d'attaque interpersonnelle, il puisse y avoir cette question de la misogynie. Tu me dis si je me trompe, mais est-ce que c'est qu'on a tendance à considérer que c'est, soit pour les violences domestiques, un truc qui fait partie de l'intime, et du coup... Le drame passionnel. Qui fait pas système, et éventuellement pour cette question-là des attentats masculinistes, c'est que ça va être quelques timbrés dans leur coin, qui ont mal vécu quelque chose, mais qu'en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est important d'avoir une lecture qui relie ces différents faits. Tu vois ? Ouais, absolument, parce que on va parler des loups solitaires. C'est-à-dire, dans notre image, le violeur, c'est quelqu'un qui vit dans un parking et qui vient vous attaquer par surprise. Camionnette. La camionnette, exactement. Le conjoint violent, c'est un conjoint alcoolique c'est pas un bon père de famille, pour reprendre peut-être le terme de ma consoeur Rose Lamy. Et enfin, pour le terroriste, on a tout cet imaginaire, particulièrement en France, sur le terroriste djihadiste. Tout ça pour dire qu'en fait, ces imaginaires nous empêchent de voir les choses en face et de voir ce qui se passe. Et là, pour la question de la bringue, ou même ce qui s'est passé à Bordeaux, moi j'avais fait un article pour Arrêt sur Image sur cette question de l'attentat déjoué masculiniste à Bordeaux. Le soir même sur BFM TV, on avait une psychologue qui ne l'a jamais rencontré, cet homme, qui disait « Oh, c'est juste un jeune homme un peu perdu dans sa vie, qui s'est projeté ça, mais bon, s'ils l'ont laissé sortir, c'est que ça doit pas être si grave. » Donc, il est fragile au départ parce que il n'existe que dans le regard de l'autre. Moi aussi, je vais passer à la télé et on parlera de moi. Et moi, je m'arrachais les cheveux, mais parce qu'on est aussi pas beaucoup, je pense, journalistes, chercheurs, chercheuses, à travailler sur cette question-là du masculinisme en ligne et hors ligne. Et c'est encore considéré comme une niche d'Internet. En fait, c'est, comme tu disais, quelques tarés dans leur coin qui ont pété un plomb à un moment donné et qui ne sont absolument pas représentatifs. Sauf que moi, je suis persuadée que le masculinisme, c'est juste le spectre au bout de la misogynie. Mais ça n'empêche pas de voir tout le reste du spectre, de la blague sexiste jusqu'à l'attentat et au féminicide. Et justement, ce continuum, comment est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, le mesurer? Est-ce qu'on a une idée, une manière d'estimer le nombre de gens que ça représente en fonction des différents degrés de dangerosité, de radicalisation, etc. Alors, c'est très compliqué. Parce que, si je te réponds du côté de la DGSI, c'est des phénomènes qui sont suivis. Moi, j'ai réussi à avoir quelqu'un de la DGSI pour mon enquête qui m'ont dit oui, on surveille, on surveille. On sait, moi, je ne sais pas ni
comment, ni combien, ni voilà, mais je sais que c'est quelque chose qui est surveillé, notamment parce que Europol, qui est un peu on va dire l'institution au niveau européen qui surveille le terrorisme, fait mention depuis 2020, notamment des incels dans ses rapports en disant coucou, il faudrait qu'on les surveille quand même. Ok. Donc au niveau d'Europol, voilà, il y a un signe quand même qu'il faut le prendre au sérieux, au niveau des États-Unis aussi. Donc en France, on surveille, mais on ne sait pas ni comment ni combien. On n'a pas eu d'attentat masculiniste en France revendiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a revendiqué de la même manière que ça s'est passé aux États-Unis. Donc déjà, malheureusement, souvent après un drame, en fait, qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets-là. Heureusement, ce n'est pas arrivé en France, je ne le souhaite pas, mais voilà sur la surveillance. En ce qui concerne le masculinisme en ligne, toujours la même question d'adhésion au contenu, c'est-à-dire sur 100 vues sur une vidéo, combien sont du hate watch, des gens qui regardent pour critiquer, combien sont des gens qui regardent mais qui écoutent d'une oreille, qui ne sont pas vraiment convaincus, combien il y a de gens qui sont fervents fans de ce que la personne est en train de dire. Donc du coup, c'est très compliqué à mesurer en fait combien il y a de personnes qui sont masculinistes. Le seul chiffre moi que j'ai réussi à avoir et que je trouve quand même assez édifiant, il y a un chercheur qui s'appelle Manuel Horta Ribeiro qui étudie à l'EPFL en Suisse et qui lui a fait tout un papier de recherche sur les communautés masculinistes anglophones sur Reddit, donc un réseau social très particulier, avant le Covid. Il fait de la data science, de la data science. Et lui, ce qu'il était arrivé comme chiffre, c'était 1 million de profils différents anglophones sur Reddit, sur ces communautés masculinistes. Ok. 1 million de profils différents. C'est le seul, à ma connaissance, qui a réussi à poser un chiffre. Mais là encore, on parle d'une communauté, d'un réseau social très précis sur une temporalité très précise. C'était avant le confinement. Donc, on sait que ça a explosé aussi depuis le confinement. Et après, on a les chiffres du Haut Conseil à l'égalité dans son rapport de janvier 2024 qui montrent des chiffres assez aberrants sur, on va dire là plus les valeurs morales des jeunes garçons quant au féminisme et aux femmes. Ça avait un peu plus fait parler, il me semble, quand c'était sorti. Énormément, parce que le Haut Conseil à l'égalité, c'est quand même une institution en France qui fait autorité. Et il y avait des chiffres assez choquants. Je me rappelle notamment, je crois que c'est 53% des hommes de moins de 35 ans qui considèrent que le féminisme est allé trop loin et 59% qui considèrent qu'on ne peut plus draguer une femme aujourd'hui sans être vue comme sexiste. Et pour moi, ça, c'est deux choses qui veulent dire coucou, la pensée masculiniste est devenue quelque chose de banal. Souvent, les points de départ, un peu, quand on va enquêter sur un truc, c'est de regarder les faits, les chiffres, ce que ça représente, et puis après, on va plonger un peu plus dedans. Toi, comment t'as fait, du coup ? T'es allé rencontrer des gens ? Ouais, je suis allée rencontrer des gens. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je rencontrais des masculins actuels, on va dire. Et puis, il y a toute la question de... En fait, je sais que c'est des gens qui ont un discours qui est très policé, qui est très... qui est très préconçu, qui veulent pas parler aux médias, encore moins une femme. Donc, je me suis dit, c'est pour leur tenir le crachoir, je sais pas si j'ai trop envie. Du coup, je suis partie à la recherche de gens qui avaient quitté ces mouvements-là, donc de repentis quelque part, d'ex-masculinistes, et aussi de proches. Ça, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce point de vue de gens qui ont connu ces personnes peut-être avant leur radicalisation, et qui les ont vus, entre guillemets, sombrer, quoi. Donc, j'ai eu des amis d'enfance qui ont vu d'un coup leurs potes totalement virés après un stage un peu masculin sacré dans la forêt. J'ai eu quelqu'un avec qui j'ai fait mes études qui m'a dit j'ai un pote à moi, il a totalement vrillé, il insulte toutes les meufs sur Tinder, ça devient vraiment inquiétant. J'ai eu des témoignages comme ça, donc ça c'était hyper intéressant d'avoir ces paroles-là. J'ai rencontré notamment Pierre, qui est un ancien masculiniste, qui a été une rencontre très forte. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je sais qu'il a lu le livre après et tout, et pour le coup, son expérience, elle est à la fois très singulière, parce que c'est la sienne, et en même temps très universelle sur comment on peut rentrer en fait dans le masculinisme. Tu peux nous raconter en deux mots son parcours à lui ? Alors Pierre, c'est un jeune homme, on a à peu près le même âge, donc on a grandi dans les années 90, début des années 2000. Et Pierre, il est passionné de jeux vidéo. Genre c'est sa passion dans la vie, il adore tous les types de jeux, toutes les consoles. Et quand il était ado, Pierre, il a grandi dans une famille un peu assez classique. Papa travaille, maman reste à la maison. Il a quelques potes, mais pas tant que ça. Il est un peu timide, mais surtout les meufs, ça l'intéresse pas tant que ça. À différence peut-être d'autres parcours d'adolescence, lui, à 15-16 ans...
lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les jeux vidéo. Et il se retrouve sur le fameux 15-18 de jeuxvideo.com, forum vraiment magnifique. Et puis surtout, à cette période-là, début des années 2000, très peu modéré. Et donc, il commence un peu à rencontrer ses amis numériques là-dessus, regarder un petit peu le forum, poster des choses. Et en fait, ils se rend rapidement compte que sur ce forum où on est censé parler de jeux vidéo, en fait, on parle de tout, mais pas de jeux vidéo. Et on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup de séduction. Il y a un langage à part, il y a certains steps qu'on doit atteindre dans une relation avec une fille. Il y a des manières de parler des femmes, notamment de les noter, c'est-à-dire cette fille, c'est vraiment un 8 sur 10. Alors même que les filles s'en fichent absolument, et ben en fait, ils se retrouvent à noter des femmes dans la rue. C'est-à-dire, ils passent, ils se disent « Ah, celle-là, c'est vraiment un 6 ». Avec sa première copine, ça se passe super mal, parce qu'en fait, il est hyper misogyne dans ses propos. Il lui fait des réflexions tout le temps sur le fait qu'elle n'est pas assez sexy pour lui. Elle pleure, il comprend pas pourquoi elle pleure, enfin bref. Et en fait, au bout d'un moment, et donc pendant justement cette affaire du Gamergate, il y a une créatrice de jeux vidéo française qui s'appelle Marlar, très féministe, qui fait un long post de blog où elle explique que la communauté geek est malade de son sexisme. Et lui, il lit ça, et en fait, c'est la première fois où en fait son esprit critique prend le dessus peut-être sur ses croyances misogynes, et il se dit, mais peut-être qu'elle a raison, en fait. Peut-être que ça, c'est en train de tuer ma passion que j'aime tant, qui est les jeux vidéo. Et il va même jusqu'à aller voir Marlar en conférence avec Usul, à l'époque. Donc le male gaze, en fait, qu'on pourrait traduire par regard masculin, sous-entendu regard masculin hétérosexuel. D'ailleurs, ses potes se foutent de sa gueule en mode, ah, on va te couper la bite, si tu vas là-bas, tu vas finir émasculé, tout ça. Et il va à cette conférence et ça agit comme un premier déclic. Et en fait, c'est ça que j'ai retrouvé dans pas mal de parcours de sortie de masculinisme, c'est une dissonance cognitive. C'est à un moment donné, ce que tu vois dans la réalité et ce que tu peux voir en ligne, enfin, il y a quelque chose qui concorde plus et il y a quelque chose qui vraiment te heurte à un point que tu commences à tout détricoter. Et lui, c'est ce qui s'est passé et bon, ça a mis du temps, hein, mais il a commencé à faire le chemin en arrière et se dire, mais en fait, ça, c'est pas OK, mais ça, en fait, j'y crois pas vraiment. Mais par contre, il m'explique qu'encore aujourd'hui, même si, voilà, il m'avait fait rire parce qu'il m'a dit, oui, maintenant, moi, j'ai lu Mona Chollet. C'est un peu le truc classique des féministes, mais il modère un Discord hyper féministe. Enfin, il essaye, vraiment, il est à fond dedans. Et enfin, je trouve ça très beau, quoi. Et enfin, parce qu'il essaye vraiment, mais il me dit, mais des fois, quand ça va pas trop, il a un peu ce vieux réflexe d'aller revoir sur le forum comment ça se passe. Et en même temps, je comprends parce qu'en fait, c'est quelque chose avec lequel il a grandi et il s'est construit en tant qu'homme, justement. Et donc, j'ose même pas imaginer à quel point ça peut être difficile de totalement exclure ça de toute ta vie. C'est intéressant de voir comment, justement, c'est la manière dont on va se construire et tout l'enjeu de l'adolescence et du passage à la vie d'adulte, c'est là qu'il y a pas mal de trucs qui vont rester. Là, ce que tu nous racontes, le parcours de Pierre, moi, c'est un peu le parcours type qu'on imagine pour les gens de notre génération. Parce qu'on a beaucoup parlé des forums, on a beaucoup parlé du jeu vidéo, on a beaucoup parlé de 18-25, etc. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi, que moi, je connais moins, et que toi, tu as quand même un pied dans les collèges-lycées, et tu peux en discuter avec des jeunes, c'est comment ça se passe aujourd'hui. Si pour quelqu'un qui a un jeune garçon qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, comment il va se construire, qu'est-ce qu'il va voir? Il y a 10 ans, les communautés mascu, déjà, il fallait les chercher pour les trouver. La différence avec aujourd'hui, c'est que n'importe quel contenu peut être une entrée dans le masculinisme. N'importe quel contenu, peut-être pas tous, mais en tout cas, beaucoup de contenus qui s'adressent aux jeunes hommes. Et des contenus qui peuvent paraître, à première vue, très inoffensifs. Je pense notamment à certains types de contenus très spéciaux, notamment tout ce qui est contenu lié au fitness et à la nutrition. Donc, on sait qu'il y a eu une explosion des contenus du style Thibaut InShape et compagnie, donc comment devenir très musclé, aller à la salle, etc. Mais en fait, sous couvert de vouloir gagner de la masse musculaire et potentiellement de la confiance en soi, on peut aussi, par la technique du pied dans la porte, en fait, rentrer vers des contenus qui vont être de plus en plus extrêmes et radicaux sur la vision aussi de qu'est-ce que c'est être un homme dans son corps et du coup, qu'est-ce que c'est être une femme. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut retrouver des traces de ces contenus masculins dans des trucs beaucoup plus mainstream. Absolument. Qui sont du coup soit récupérés, soit faits de manière un peu involontaire et tout ça. Et il y a eu toute une vague de transformation physique
de gros youtubeurs. Oh on a oui. eu McFly et Carlito, on a eu Mascu. Michou aussi, non? Michou, je sais pas, mais en tout cas, Inox Tag, c'est un point aussi Ouais. un peu central de son documentaire Kaizen. Sur ces youtubeurs qui font des transformations physiques, moi, je l'ai toujours beaucoup interprété comme une espèce de revanche des geeks. Dans le sens où, dans les années 90-2000 et dans tout le narratif qui soit hors ligne, notamment dans la culture populaire, le cinéma, etc., ben voilà, les geeks, c'était les petits boutonneux derrière leur écran, tout frêles, tout maigres, etc. Et je pense que depuis quelques années, aussi depuis que en fait, la tech est une industrie très rentable, la plupart, à la fois des créateurs de contenu issus de cette sphère un peu jeux vidéo, gaming, geek, et à la fois les fondateurs de ces entreprises, je pense notamment à Mark Zuckerberg, se sont mis à la MMA, à aller à la salle, à développer une musculature de dieu grec un peu. Et je trouve qu'il y a vraiment un aspect revanche, dans le sens où, notamment Mark Zuckerberg, il ne faut pas oublier que Facebook, à la base, c'était un trombinoscope pour trouver des meufs. Du côté des créateurs de contenu, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, de aussi peut-être prouver que ce qu'ils font, c'est un vrai métier, et que maintenant, ils ont une forme aussi de domination sur le reste des autres hommes. Faut pas oublier que la question du corps et de la masculinité, elle est très liée à une question de la compétition. Les hommes, notamment cis-hétéros, sont dans une forme de hiérarchie entre eux. Que cette hiérarchie, elle soit sociale, par le métier que tu exerces, financière particulièrement aussi, et bien sûr physique. Au niveau de la beauté, que ce soit la mâchoire, la pilosité, la barbe, et aussi les muscles, le fait d'être grand, le fait d'être fort, le fait d'être viril, ça fait partie des critères aussi pour essayer de séduire les femmes. Mais il y a un truc qui... Moi, la question que je me pose, c'est que tous les gens qui vont à Basic Fit sont pas forcément des masculins en puissance. Absolument pas. Moi-même, Et, je vais à Basic Fit. On peut même trouver des voix à gauche qui vont Bien revendiquer sûr. le fait des visions de gauche du sport, de la musculation, etc. Qu'est-ce qui est spécifique dans cette approche-là quand elle est masculiniste? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que la spécificité dans le masculinisme du rapport au sport, c'est une volonté, comme je disais, de domination, voire d'écrasement du corps des autres. C'est-à-dire que si on reste sur cette idée masculiniste que le féminisme est allé trop loin, et donc quelque part les femmes voudraient devenir l'équivalent des hommes, ben en fait les hommes, il faut qu'ils regagnent une forme de pouvoir. Et donc du coup, regagner une forme de pouvoir, ça peut passer par plusieurs choses. Comme je le disais, ça peut passer par socialement être beaucoup plus haut, avoir fait plus d'études, avoir un poste avec plus de responsabilités, avoir plus d'argent. Sauf qu'on sait maintenant que les femmes aussi accèdent à des postes de responsabilité. Et on va dire la chose la plus évidente sur laquelle biologiquement hommes et femmes pouvons se différencier, c'est sur la question de la force physique, de la musculature. C'est pas pour rien d'ailleurs que tous les masculinistes reviennent beaucoup à des discours très biologisants, très essentialisants, très animal, revenir à des régimes carnivores, fait de manger de la viande, de traiter les autres hommes végétariens d'hommes soja, par exemple, donc de sous-hommes. En fait, il y a toute une vision là-dessus sur être un vrai homme, c'est revenir au temps des cavernes et dans leur imaginaire fantasmé, parce que si vous demandez à des historiens spécialistes de la période, c'est pas du tout comme ça que ça se passait, mais que les hommes sont censés chasser, prendre le plus d'énergie, prendre le plus de calories aussi, et devenir les plus forts pour pouvoir être justement les plus dominants. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Mais en tout cas, cette idée du mâle alpha, et donc de devenir le mâle dominant, et donc apporter une hiérarchie entre les autres hommes, c'est ça qui différencie vraiment. Parce que à gauche, on peut avoir en fait une vision du sport qui soit politisée à gauche, de dire le sport, ça peut rendre heureux, le mouvement, ça peut faire du bien à ton corps. On a des corps qui sont épuisés par le travail. Est-ce que le fait d'utiliser sa force physique ou son corps dans un autre usage que juste le travail qui est aliénant, ça peut pas être une manière de se sentir bien, de s'émanciper, ça va sur la politique du temps libre, ou ça peut être aussi dans une dominante antifasciste et de dire on a besoin de devenir fort pour... Des militants forts pour battre des fachos qui sont forts aussi. Mais il y a une dimension très collective. Alors que je trouve que sur le masculinisme, il y a une dimension très individualiste et de volonté d'écrasement et de domination par rapport aux autres. Tu parles de ce mal-être à la base un peu de beaucoup de gens qui adhèrent aux théories masculinistes. Ouais. Du coup, c'est quoi ce malaise
Est-ce qu'il est Mhm. fantasmé? Est-ce qu'il est réel? Qu'est-ce que toi, t'as vu? Qu'est-ce que les gens t'ont raconté? Moi, ce que j'ai beaucoup entendu comme témoignage, c'est des souffrances, en fait, qui, je pense, sont qui traversent les générations. C'est-à-dire, quand on a 15 ans, on se dit, mais est-ce que quelqu'un va un jour m'aimer? Est-ce que je vais un jour avoir confiance en moi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais être heureux? Enfin, c'est des questions qui sont tellement existentielles quand tu as cet âge-là. En grandissant, tu peux réussir à les régler ou non en discutant avec les autres, en confrontant tes points de vue. Mais si tu ne parles pas, déjà, c'est compliqué. Et si tu tombes sur des contenus qui te proposent des petites recettes miracles qui te disent si tu suis mon programme, si tu achètes ma formation, si tu écoutes tout ce que je vais te dire, tu vas devenir hyper fort, hyper riche, hyper musclé et tu vas pouvoir baiser toutes les meufs. Forcément, tu as envie d'y croire quand tu as 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, ma vision, elle a beaucoup évolué entre le début du bouquin et la fin du bouquin. Au début, j'étais vraiment en mode « Ah, les méchants masculins, on les met tous dans le même sac ». À la fin, maintenant, je pense sincèrement que les masculinismes sont des théories du complot. Des théories conspirationnistes qui attirent les jeunes hommes et que les vrais responsables de ça, c'est les influenceurs du masculinisme qui se font de la thune sur la souffrance ressentie comme réelle de ces jeunes hommes-là. Par contre, les jeunes hommes qui y adhèrent, je dirais pas qu'ils sont je sais pas s'ils sont victimes en tout cas de ça, mais ça les endommage aussi parce qu'en fait, on leur présente des modèles d'hommes qui sont inatteignables. C'est pas possible en fait je veux dire, ça saurait si tous les mecs pouvaient devenir multimilliardaires avec une Rolex, une Lamborghini, plein de meufs à leurs bras et des tablettes de chocolat. Enfin, ça se saurait, quoi. Comment on peut retrouver ça dans des contenus plus mainstream et comment éventuellement ça peut s'y diffuser? Par exemple, dans ton livre, tu parles de, je sais plus quel compte TikTok, un peu mascu, qui republie des extraits d'Inoxtag. C'est reisolé, reclippé sur TikTok. Et du coup, ça va être une raison d'en tirer des conclusions plus générales sur le rôle des femmes dans le couple, la manipulation, etc. Exactement. Et la meuf, tu la kiffes, elle te dit, elle te kiffe. Tout montre que les deux se kiffent. Et du jour au lendemain, tu comprends rien à ta vie. T'apprends que la meuf, elle a pécho un autre mec. Tu sais, quand t'aimes, tu peux tout pardonner, ça, mec. Donc moi, j'ai pardonné ça. Je crois que t'as dire cette salope. Non, j'ai pardonné ça. Je veux dire, il a trop la haine encore. Là, j'ai pardonné. Et en fait, elle pleurait et tout, pour que je la pardonne et tout. Elle était au bout de sa vie. Et genre, 2 semaines après, elle l'a refait. Ah oui, donc. Et du coup, là, ça m'a détruit. Et là, depuis, je suis en mode trop gentil, trop con. C'est bon, ça m'a saoulé, frère. Faut trouver un point d'accroche. Et le point d'accroche, souvent, ça marche bien par le témoignage. C'est-à-dire, tu vois, cette situation de je me suis fait tromper, ça m'a brisé le cœur. C'est une expérience assez, peut-être pas universelle, mais en tout cas assez commune et qui fait qu'on peut relate, tu vois. On peut se dire, ah, moi aussi, ça m'est arrivé, moi aussi, ça m'a fait du mal. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, ah, ouais, mais en fait, cette personne qui a fait du mal à Inoxtag, ça a l'air vraiment d'être vraiment une personne pas bien, et donc tu peux vite partir là-dessus. Et en fait, il y a beaucoup de comptes comme ça, masculins, qui vont réutiliser des extraits. Par exemple, récemment, je crois qu'il y a eu un live entre Michou et donc sa copine qui est danseuse professionnelle, où elle expliquait qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants maintenant. Tout Internet s'est enflammé en mode « Ah, c'est une connasse, pourquoi il reste avec elle alors que même pas veut lui donner des enfants et tout ». Ben ça, le lendemain, tu pouvais avoir sur les comptes TikTok masculins, pareil, on clip, on met une petite musique dramatique derrière, et en fait, c'est une bonne occasion de cracher sur les femmes. Les gars, faut savoir qu'Elsa, en ce moment, niveau planning, elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. Ah ouais, c'est vraiment chargé. Des événements tous les jours, tu crois? Elle doit plutôt voir plusieurs mecs tous les jours, oui. Mesquine Michou, il voit rien. Je sais pas s'il fait exprès, j'ai l'impression qu'il est trop naïf. Ça a été fait 1000 fois avec Seb Lafrite par rapport à Lena Situation, parce qu'elle se prend une sauce tous les matins, apparemment. Et en fait, la figure des influenceurs, c'est hyper intéressant parce que tout le monde les connaît. Et donc, du coup, ça crée un point d'ancrage aussi. C'est-à-dire, tu les connais, t'as peut-être un peu en plus envie de savoir les dramas, qu'est-ce qu'il y a dans leur vie perso, parce qu'il y a cette relation parasociale qu'on entretient tous et toutes. Et donc, ça permet d'accrocher, et puis tu likes la vidéo, et du coup, l'algorithme comprend que t'aimes bien ce genre de truc, donc ça te repropose d'autres contenus du même compte, ou d'autres vidéos qui ressemblent, etc., etc. Et c'est là aussi un pied dans la porte vers, pour le coup, le terrier du lapin est tombé dans ces contenus qui vont être de plus en plus radicaux. Il y a tout dans son corps qui fait que ça ne m'étonne pas en fait que sa meuf du coup n'ait pas de honte à l'humilier publiquement. Du coup, par rapport à ce qu'on dit et par rapport aux influenceurs, aux créateurs de contenu qui sont très médiatisés aujourd'hui, il y a le cas de Inoxtag, de Kaizen, qui est le gros événement sur YouTube de 2024, qui est en fait le
une proposition de récit de ce que c'est que le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Est-ce que toi, tu as vu Kaizen? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as quelque chose à en dire là-dessus? Alors, j'ai vu Kaizen parce que il fallait le voir, entre guillemets. On ne peut pas travailler sur ce qui se passe sur Internet sans voir Kaizen. Faute professionnelle. Faute professionnelle. Après, moi, ce que j'ai beaucoup dit sur Kaizen, c'est que je ne suis pas le public type. C'est-à-dire que le contenu d'Inoxtag ne me parlait pas avant Kaizen. Je pense que Kaizen, je n'étais pas la cible principale. Je trouvais ça très beau, je trouvais ça intéressant. J'ai beaucoup aimé les critiques qui ont été faites dessus. Pas critiques en mode on détruit, c'est nul, mais de se poser des questions sur la question écologique, sur la question politique, sur plein de choses, et bien sûr sur les masculinités. Donc voilà, je trouve que en fait, toutes les critiques, pour moi, sont intéressantes dans le sens où elles font écho à d'autres thématiques qu'on peut voir sur YouTube et en création de contenu ailleurs. Mais sinon, c'est des très belles images. Mais j'avoue, je l'ai regardé d'un œil en jouant à Zelda en même temps, tu vois. Mais parce que c'est pas mon contenu, je suis pas la cible. Justement, moi, c'est un truc qui me questionne et qui me chagrine un peu avec ce concept d'esprit shonen. C'est que qu'il y a un côté récupérer ça comme une sorte de mantra développement personnel. Et du coup, est-ce que toi, c'est un truc aussi que tu vois avec les gens, les collèges et les lycées dans lesquels tu interviens? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, on vit dans une société où le monde du travail s'est effondré. D'une part. Et donc, en fait, tu sais, quand t'es petit, on te demande qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard. Quand t'es enfant, tu veux être, je sais pas, pompier, astronaute, voilà. De plus en plus, les petits, quand tu leur demandes, ils veulent être footballeurs, ils veulent être youtubeurs, ils veulent être influenceurs. Mais parce qu'il y a aussi, avec un monde du travail qui s'écroule, la figure du créateur de contenu, de l'influenceur, du youtubeur peut-être aussi. C'est devenu gage de liberté, de rêve. C'est des formes de célébrité aussi. Et c'est des formes de richesse. De richesse pour certains, hein, je dis, parce que, notamment quand on parle de grands youtubeurs, genre Inoxtag, il ne faut pas oublier cette question du privilège de classe. Quand on parle d'héroïsation et de développement personnel, souvent, on oublie que c'est dans un but de s'élever socialement de la manière dont l'école ou le monde du travail n'aurait pas pu le faire. Peut-être qu'être créateur de contenu, c'est une manière aussi d'aller vers ce rêve-là. Donc pour moi, ça fait sens qu'il pose ce message-là. Moi, je suis très contente s'il y a des jeunes qui se sentent inspirés par ce qu'il dit dans le fait de croire en ses rêves, de ne pas abandonner certaines passions, parce que je pense que ce n'est pas un message qui est négatif. Le message qui, pour moi, est problématique là-dedans, c'est de dire que tout le monde peut y arriver et qu'on a tous et toutes, surtout tous apparemment, les mêmes chances à la base. Parce que ça vient, le développement personnel, gommer toutes les dynamiques sociales et de discrimination. On ne peut pas dire qu'un gamin, j'en sais rien, qui a grandi à Sevran a les mêmes chances qu'un gamin qui a grandi dans le trou du cul du Gers ou qui a grandi dans le 16e arrondissement de Paris. On ne peut pas dire ça. Et ce serait même malhonnête pour les gamins en question. Si on voulait parler de Inoxtag et des représentations de genre, on parlerait forcément de l'épisode du The Event de 2021, absolument. Etc. Ouais. Je me permets de faire une petite pause parce que cette discussion avec Pauline Ferrari a été enregistrée en novembre 2024. Et comme on abordait l'évolution d'Inoxtag, il me semble impératif de recontextualiser et de réactualiser cet épisode du The Event 2021. Au The Event 2021, donc c'est un événement caritatif à l'initiative du streamer Zerator. Cette année-là, on récoltait des sous pour l'association Action contre la faim. Il y a le youtubeur Inoxtag qui est invité. Et au fur et à mesure, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de cet endroit-là. Donc de plus en plus, mon chat se remplit de messages de personnes qui me suivent et qui me disent qu'elles sont mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe sur le live d'Inoxtag. Inès, tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. What did you make me je vais la faire passer sous le bureau. J'ai le braquemar à fond. Ce soir, c'est moi dans son lit. Je me dis, ok, c'est vrai, c'est trop gênant ce qui se passe. Il faut faire quelque chose. Que elle s'en fiche. Tu vois, je comprends à 100%. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde. C'est pas possible. Restez ça entre vous, tu vois. Parce que genre après, ils la fétichisent. Ils font des clips. Elle finit sur des forums chelous. Elle finit sur des réseaux chelous.
Tu vois, moi je vis ça tous les jours. On pourrait croire que ça s'est arrêté là. La première année, ça s'est jamais calmé. Et à chaque fois qu'il y avait un événement, ça relançait, ça remettait une pièce dans la machine pour mon harcèlement. Je suis décidée à porter plainte parce que je me suis dit ça s'arrêtera jamais en fait. D'après ce que j'ai compris, mon dossier fait entre 600 et 800 pages, tellement il y a eu de messages envoyés en fait. Le dénominateur commun des personnes qui étaient accusées aujourd'hui, c'était des streamers. C'était sous l'impulsion d'un streamer qui regardait, qui disait « Oh, elle fait chier, ou j'en sais rien ». Ce qui est déplorable, c'est que du sexisme banalisé sous forme de blague conduit à des dérives sexistes comme des menaces de viol et des menaces de meurtre. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. C'est ta petite blague, elle va engendrer quelque chose de beaucoup plus gros dont tu vas perdre le contrôle en fait. Si on prend un iceberg, les influenceurs les plus connus, les Squeezie, McFly et Carlito, c'est le haut de l'iceberg. C'est les contenus que les gens et les jeunes regardent le plus. Si on dit que les mascus, c'est un peu le bas de l'iceberg, c'est-à-dire des contenus peut-être un peu plus niches, même s'ils sont beaucoup plus niches que ça, en fait, si tout l'iceberg fonctionne de la même manière, ce qui apparaît en bas paraît complètement compréhensible vu ce qui paraît en haut. Ce que je veux dire, c'est que si en fait on s'habitue à ce que la plupart des grands créateurs de contenu en termes de chiffres soient misogynes, parce que certains le sont, notamment sur Twitch, ont des commentaires hyper misogynes ou que leur communauté insulte une meuf dès qu'elle passe devant la caméra. Si on normalise le fait que, en fait, ne pas avoir de femme dans son contenu pendant plus de 6 mois, pas de problème, ils sont entre potes. Ben en fait, après, c'est ce que je disais sur le continuum, en fait, des violences. Ça commence par la blague sexiste et ça finit par le féminicide. Bien sûr qu'il y a des hiérarchies de violence et bien sûr qu'il y a des hiérarchies de gravité, mais en fait, c'est aussi donner l'exemple. Et c'est aussi montrer pour ces jeunes-là des représentations dans les modèles. Avoir Squeezie qui dit ça chez Elise Lucet, super important. En fait, t'invites des gens avec qui, dans la vraie vie, t'es méga pote, qui ont un humour compatible avec toi, qui ont plein de choses en commun avec toi. Donc très vite, c'est que des mecs. Et moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir comment les gens bougent. J'adore voir les gens, alors pas se tromper, mais en tout cas s'excuser de s'être trompé, d'avoir réalisé des choses, d'avoir avancé sur certains trucs. Et oui, je pense que le Inoxtag de maintenant n'a rien à voir avec l'Inoxtag du The Event, de ce passage-là de The Event. Mais je trouve que ces tentatives, elles sont encore un peu, j'allais dire douces, encore un peu, ça va pas trop vite, quoi. Ouais. tu vois ce que je veux dire sur la manière d'évoluer. Et je trouve que Inoxtag, peut-être qu'il a peur un peu de ça. Et je pense qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont peur aussi de passer peut-être de l'autre côté du miroir, ou en tout cas d'évoluer. En effet, il a plus du tout le même âge et la même, je pense, personnalité et maturité que quand il a commencé sur YouTube. Donc, il faut qu'il évolue, son public évolue avec lui, mais il faut le prendre par la main, quoi. Ouais. Et Kaizen, je pense que c'était une bonne occasion de le prendre par la main. Après, je pense qu'il y a une question aussi, sur Internet, on remarque que dans certaines communautés plus masculines, notamment de créateurs de contenu, de vidéastes autour du gaming et tout, les fans masculins sont très loyaux, ils commentent très vite, ils donnent beaucoup de force, etc. De la même manière que dans d'autres communautés, par exemple les K-pop fans, tu vas avoir des communautés féminines très soudées, comme les Swifties par exemple, qui vont agir très vite. Enfin, tu as des communautés de femmes qu'il faut prendre en compte. Je pense que si on pense en termes marketing et de marque, pour Inoxtag, en fait, c'est une base de fans masculines qu'il faut choyer aussi. Et ça reste aussi, comme tu disais, avec tout ce discours et cette projection de je deviens un homme, comme dans One Piece. Enfin, il y a tout un truc là-dessus d'héroïsme qui va avec aussi ce que sa communauté jeune et masculine aime à propos de lui. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le milieu d'Internet, il n'est pas exempt de la société dans laquelle on vit. C'est le cas dans les médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse. C'est le cas sur Internet aussi. On vit dans une société qui, malheureusement, est très masculine, blanche, hétérosexuelle, cisgenre. Et donc, ça se reproduit aussi sur Internet. Mais justement, on pourrait avoir ce truc de dire, on est sur Internet, on a peut-être un peu plus de liberté, on peut peut-être inviter un peu plus qui on veut. Donc, ce serait l'occasion de justement mettre plus de diversité. Tu as sorti ton livre l'année dernière. Ouais. Où est-ce que tu en es depuis ça? Est-ce que tu continues à aller dans les écoles? Absolument. Comment est-ce que cette situation évolue? Sur ces modèles de masculinité, là aussi, c'est vachement lié à un truc de classe. C'est-à-dire que chez les jeunes de classe plus privilégiées, et peut-être
passe plus de temps sur les réseaux sociaux ou quoi, on peut avoir des modèles de masculinité alternative. Et ces modèles de masculinité alternative, ils existent, on les met en valeur, que ce soit du Harry Styles qui porte des robes, que ce soit certains chanteurs qui portent du vernis à ongles, ça existe. Néanmoins, pour la plupart des jeunes qui ne grandissent pas forcément dans des espaces, parce que en fait le truc c'est que proposer et arborer une masculinité alternative, encore aujourd'hui, particulièrement quand on est collégien ou lycéen, c'est prendre le risque de vivre du harcèlement, des violences, de se faire traiter de tapette, de pas rentrer dans le boys club en fait tout simplement. Et donc on sait comment c'est à l'adolescence où la question du groupe elle est hyper essentielle et on a envie de pas faire de vagues et d'avoir ses potes et au final c'est très dur de s'affirmer dans une autre forme de masculinité. Donc moi j'ai la sensation qu'au final les choses elles ne changent pas beaucoup, elles changent d'un petit iota peut-être. Des fois, je vais dans des lycées, je vois quelques ongles vernis, je me dis « Ah, c'est super !» Mais en fait, moi, ce que j'aimerais juste, c'est que tous les ados, peu importe là où ils habitent, leur classe sociale et tout, ils puissent avoir cette panoplie de choix. Moi, je vois aucun problème à avoir une forme de masculinité hyper dans la vérité. Je veux dire, si toi, t'as envie, en tant qu'homme, d'être, je sais pas, hyper bodybuildé, plein de poils avec des grosses chaînes en or, good for you. Enfin, je veux dire, le problème, il est plus dans l'injonction. Ouais, c'est ça. Il est plus dans l'injonction et dans qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport aux autres hommes, par rapport aux femmes, par rapport à toi-même. C'est sur cette question aussi de la hiérarchie. Tu vois, j'en sais rien, tu peux être hyper viril à la salle, mais pleurer dans des comédies romantiques. Tu vois, et en fait, moi, ce que j'aimerais bien introduire aussi quand on parle de masculinité, c'est le fait que ce soit multifacette. C'est toutes nos identités, c'est des boules disco. Moi, je dis souvent ça, mais c'est que y a notre apparence extérieure, mais aussi qu'est-ce qu'on aime, nos intérêts. Et parfois, c'est complètement en contradiction. Mais j'aimerais bien que les jeunes hommes, ils aient pas juste ce modèle de créateur de contenu, vidéaste ou de star, que, en fait, pour réussir, peu importe ce qu'on entend par réussir, il faut être grand, fort, musclé, ne pas fréquenter de meufs, possiblement parler mal d'elles, et se dépasser à tout prix et quand on veut on peut et lancer son business parce qu'on sait très bien que la réalité c'est pas ça et c'est pas forcément ce qui rend le plus heureux. De la même manière que les injonctions à la féminité font du mal aux jeunes filles, les injonctions à la masculinité hégémonique font du mal aux jeunes hommes, surtout à cette période-là où en fait on veut trouver une identité presque définitive le plus vite possible. Être dans cette période d'incertitude où tu grandis et tu t'ajustes, c'est pas confortable. Bah ouais. Et du coup, ça devient super dur et ça peut aller jusqu'à une détresse où tu passes par le plus radical pour essayer d'aller mieux. Et le radical, dans ce cas-là, c'est des discours masculins. Bon, je crois qu'on commence à avoir fait la boucle est bouclée. Un bon tour de la question. C'est une super fin. Peut-être avant de s'arrêter, est-ce que tu as des recommandations de comptes à suivre ou de où est-ce qu'on peut te retrouver, mais aussi si tu as des recommandations de lecture, de trucs à voir en ce moment Ouais, absolument. Alors, à voir en ce moment, il y a une super série qui s'appelle Machos Alpha, espagnol, qui est donc des hommes qui essayent de ne pas devenir des mâles alpha, qui essayent de se déconstruire. Moi, ça m'a régalé parce que c'est plein de blagues sur les stéréotypes de masculinité et je trouve ça chouette quand il y a des hommes qui se moquent d'eux-mêmes. Je trouve ça très rafraîchissant. Ça, c'est assez cool. Et en termes bouquins aussi, moi, pour comprendre un peu ce sujet-là, j'ai beaucoup aimé On ne naît pas mec de Daisy Le Tourneur, qui est vraiment une autrice formidable et qui parle beaucoup de qu'est-ce que c'est de grandir en tant qu'homme. Donc c'est super chouette. Et puis moi, on peut me retrouver donc sur Instagram, Pauline Ferrari, et je suis sur Twitch aussi maintenant, Poulpine _ où je fais du debunk de vidéos masculinistes sur des thèmes à chaque fois. Donc on a fait les tradwives, on a fait les mâles alpha. C'est assez chouette. Et puis en ce moment, je travaille pas mal à essayer d'actualiser le livre, c'est-à-dire continuer à suivre tout ce qui se passe sur la manosphère, ce qui se passe, question de genre et Internet. En ce moment, je suis en train de faire du scénario de BD aussi, sur les tradwives. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup aux femmes aussi masculines. Oui, ok. Aux femmes antiféministes. Très bien, écoute, merci Pauline. Merci.